Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de notre cycle de conférences. Un moment particulier aujourd'hui puisque nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Vianney Bollier, une personnalité très proche de nous puisqu'il est notamment le trésorier général de notre fondation, mais également celui de la Fondation de la Résistance. Et ces deux fondations sont très bien représentées aujourd'hui puisque nous avons l'honneur de compter dans la salle la présence du général Robert Brest, qui est président de la Fondation de la France Libre, et du préfet Jean-François Treffel, qui est le directeur général de la Fondation de la Résistance. Bienvenue. Alors, Vianney Bollier n'est pas seulement ce que je viens de dire, évidemment, il est avant tout le fils d'André Bollier, polytechnicien, héros de la Résistance, compagnon de la Libération, engagé au sein du mouvement Combat, aux côtés d'Henri Freinet, spécialisé dans la fabrication des tracts, des journaux et des faux papiers, tombé les armes à la main le 17 juin 1944. Il incarne cette belle résistance de l'esprit, de la pensée, celle qui n'a pas fait que de participer à la libération de la France, mais qui a aussi survécu à la guerre, s'est prolongée car elle est intemporelle. Elle est en cela, comme aimait à le rappeler le général de Gaulle, une grande victoire. Et quelle belle idée a eu Vianney Bollier de travailler sur le parcours de son père et de rédiger cet ouvrage intitulé « André Bollier, Vélin, artisan héroïque des journaux clandestins 1920-1944 ». C'est un hommage, bien sûr, mais c'est aussi et surtout une évocation formidable de la vie intense et brève de ce résistant passionné et de cet homme brillant. Un travail utile autour d'une personnalité encore mal connue. Cet ouvrage, paru en mars 2023, a notamment reçu le prix 2024 de l'Association des familles de compagnons de la Libération, la FCL, et c'est bien pour tout cela que cette conférence sera à coup sûr informative, passionnante et pleine d'émotions. Bonjour Vianney Bollier. Merci. Merci Christophe et merci à vous tous d'être là pour cet événement qui m'émeut toujours, même si j'en ai un peu d'habitude quand même. Et donc, c'est un livre que j'ai écrit assez tardivement parce que ma mère avait le culte de la, non pas du secret, mais d'une grande discrétion. Et elle a soigneusement gardé beaucoup de choses, mais elle parlait peu. Et donc, c'est après son décès que je m'y suis mis vraiment et que j'ai réussi à faire un livre avec l'aide de mes enfants qui m'ont relu sans pitié et de mon éditeur ici présent qui a poursuivi le travail sans pitié non plus. Mais l'avantage de souffrir, c'est que plus tard, on a des reconnaissances, et comme le disait Christophe, j'ai eu la chance d'avoir aussi d'ailleurs un accessible du souvenir français, et puis un prix de l'AFCL auquel je ne m'attendais pas du tout. Alors, j'ai une heure pour vous parler de quelqu'un qui a vécu 24 ans, et qui en 5 ans en a fait sûrement plus que moi en 60. Et c'est quelqu'un qui aurait aujourd'hui l'âge de mes petits-enfants. C'est assez paradoxal, mais ce qui compte vraiment, c'est ce que je mets en exergue de mon livre. Ce n'est pas les années qu'il y a eu dans la vie, et c'est la vie qu'il y a eu dans les années. Et là, vous allez voir que ça a été bien rempli. Alors, ça commence de façon assez inhabituelle, si j'ose dire, puisque mon grand-père Alfred Bollier était de Zurich, donc il parlait essentiellement allemand, même s'il avait fait des études à Fribourg, qui est une ville bilingue. Et ma grand-mère, Pauline, était née à Boston de parents français, mais qui avaient émigré aux États-Unis. Et puis elle est revenue à l'âge de 16 ans à Paris. Donc en 1908, ils étaient tous les deux jeunes, tous les deux travaillant dans la même entreprise. Et ça arrive de temps en temps, voire même souvent, mais ils se sont plu et ils se sont mariés et ils ont décidé de faire leur vie en France. Mais ce qui est sensible dans ça, c'est surtout aujourd'hui où on parle de beaucoup de choses, c'est qu'au fond, mon père était un descendant d'immigrés. Peut-être pas des immigrés au sens où on n'est pas content aujourd'hui, mais néanmoins, alors, ils se sont beaucoup intégrés. Et en 1926, en décembre 26, il y avait une loi post-guerre de 14 qui augmentait le nombre des Français en facilitant la naturalisation des fils d'étrangers nés en France. Et donc mon grand-père s'est présenté au juge de paix de Saint-Maur-des-Fossés, puisqu'il y a des habitants de Saint-Maur qui sont là,
Et j'ai le jugement ici. Donc mon père et ses deux frères sont restés suisses parce que ça ne se perd pas comme ça, la nationalité suisse, mais ils sont devenus français. Et pour la petite histoire, je suis aussi suisse et français, et ma fille est aussi suisse et française. Donc ça ne se perd pas du tout, ce truc. Sauf si on a envie, bien sûr. Alors, voilà un garçon qui, très vite, fait preuve d'une capacité scolaire extraordinaire et matérialisée par ce que vous avez là, c'est-à-dire un certificat d'études de 1932. Il a 12 ans. Et c'est la mention très bien, alors que l'âge normal c'est 14 ans, voire même un peu plus. Là il a 12 ans et c'est très bien. Du coup, à Saint-Maur, au collège d'Arsonval, qui est aujourd'hui un lycée, mais qui à l'époque était une école primaire supérieure, il est allé en classe de préparation au baccalauréat, puisqu'il y avait deux secteurs. Il y avait la préparation au brevet élémentaire, qui s'arrêtait donc à 14 ans, je pense, ou 16 ans. Et puis, l'équivalent de la troisième aujourd'hui, et puis les classes de baccalauréat. En première, il avait 15 ans, le proviseur, le principal du collège, a dit à mes grands-parents qu'il fallait faire l'effort de l'expatrier dans le 16e arrondissement à Paris. Et donc, il est arrivé à Pâques 1935, en première, à Janson de Sailly, et ça s'est fort bien passé, puisque non seulement il a passé son bac à 16 ans, l'année d'après, mais surtout il a été primé au concours général en mathématiques et en physique, pas les prix des accessibles, enfin c'est déjà pas mal, et donc il est passé en classe de préparation aux grandes écoles scientifiques. Alors le voilà, à 18 ans, 18 ans et quelques mois, parce qu'il est de mai 1920, alors, oui je l'avais mis quand même, j'ai oublié de vous le dire, mais c'était marqué. Et donc, il choisit Polytechnique alors qu'il est aussi reçu à Normale Supérieure. Ce n'est pas un choix courant. Généralement, les gens qui sont reçus aux deux prennent plutôt Normale Sup au début. Mais lui, à l'évidence, il y avait une notion de patriotisme qui commençait déjà à jouer. Il en a parlé avec trois de ses camarades de taupe, qui étaient deux à l'X avec lui et un à Centrale. Et finalement, il a pris la rue Descartes plutôt que la rue du Lune. Bon. Alors, vous allez voir pourquoi, on le sait, mais il est pas très... Il travaille au minimum, c'est-à-dire que ça lui suffit. Hein. Bon. Il joue beaucoup au piano, il s'amuse à dire qu'il perd au poker ce qu'il gagne au bridge, et vous allez voir, il a des états d'âme. Ceci étant, la photo... Pour moi, c'est la photo, bien sûr c'est un militaire en grand uniforme, mais c'est surtout un post-adolescent qui a encore des joues un peu de bébé. Hein. Bon, ça va changer. Alors voilà, la personne qui est assise dans la neige, là, ben, c'est ma maman. Hein, et elle a trouvé que c'était un très bon truc pour que mon père vienne la relever, alors que si elle avait skié comme il faut, ben, évidemment, il se serait beaucoup moins intéressé à elle. Bon. Donc ça s'est passé à Noël 1938, à Tignes. Alors Tignes, c'est l'ancien Tignes qui a été inondé par le lac. Et il était, lui, avec deux de ses camarades. Ben, elle a choisi celui des trois qui lui plaisait le plus. Donc au retour à Paris, il se voit tout de suite après le retour à Paris. Et il lui écrit, il a 18 ans et demi. Hein. Il est très vieux. Vous êtes la seule personne qui puissiez me comprendre, et cela me fait du bien de vous le dire. Donc, j'en déduis qu'il était, et vous allez voir, pas complètement heureux, mais voilà, il trouve quelqu'un qui lui donne de l'équilibre, et ce sera durable, évidemment. Bon. Alors, tout ceci, il passe donc 6 mois jusqu'en septembre, enfin jusqu'en juillet 1939, à se voir, à se promener au quartier latin, etc., à se faire des promesses de se voir pendant les vacances. Et puis, ben, la guerre arrive fin août, enfin, ils sont rappelés, fin août, il était à Nice, il est rappelé, et ils sont envoyés à Fontainebleau pour les artilleurs, et le G10 c'était Versailles, hein, et il devient sous-lieutenant en février 1940. Il est très fier de son uniforme, une fois de plus. Il a moins de joues qu'avant, hein. Il a fait beaucoup d'exercices physiques, et il va aller dans l'est de la France
où il va s'ennuyer de février 40 à mai 40. Alors, il s'ennuie pendant donc, ces 5 mois ou 4 mois de drôle de guerre, et puis subitement, le 10 juin, alors ce qu'il faut voir, c'est que du 10 mai au 10 juin, du côté de l'Épinal, il ne se passait rien. C'est-à-dire que les Allemands étaient en train de repousser tout le monde jusqu'à Dunkerque, etc. Mais côté front de l'Est, on attendait patiemment. Bon, alors on a tellement attendu qu'on s'est fait encercler par la fameuse manœuvre de contournement, et qu'il était officier de liaison à motocyclette, et il est tombé dans un village où, au lieu d'avoir des Français, il y avait des Allemands. Alors la première fois, c'était le 19 juin, il n'était que d'un côté, donc il a pu filer de l'autre côté. Et la deuxième fois, c'était le 21 juin, là il y avait une mitrailleuse à Cherbourg, et lui il avait un revolver. Ça n'a pas suffi, il a été très grièvement blessé, bien comme il faut, comme ça. Et heureusement, le chirurgien allemand qui s'est occupé de lui l'a sauvé. Il écrit à ma mère le 31 juillet que le chirurgien en question n'en revenait toujours pas de l'avoir sauvé. Bon, donc c'était très bien. Et il en veut beaucoup aux médecins français, parce que fin septembre, les médecins français envoyaient plutôt les gens dans les camps en Allemagne que de les renvoyer chez eux. Mais il s'était remis au piano, et son chirurgien allemand adorait l'écouter jouer du piano. Donc il l'a renvoyé chez lui. Bon, il ne savait évidemment pas qu'il allait donner naissance, si j'ose dire, à un futur résistant. Mais ça, en tout cas. Alors, oui, parce que la petite quête à droite, c'est celle d'après. Bien. Alors là, vous avez non pas la rue des Cartes à Paris, avec tout ce qu'elle a d'agréable, mais un machin qui s'appelle la résidence Jeanne d'Arc, et qui était une pension pour jeunes ouvrières célibataires dans une usine de textile à Lyon. Voilà. À Villeurbanne, c'est à 4 ou 5 ou 6 km de Lyon, et ils étaient là, dans une école qui était devenue civile, donc ils avaient démissionné de l'armée, ils étaient rattachés au ministère de la Jeunesse et des Sports, c'est pas la joie. C'est pas la joie. Il y a des lettres. Alors, la chance a voulu, quand j'ai commencé à faire mon livre, que je retrouve toutes les lettres que mon père a écrites à ma mère, qu'elle avait donc soigneusement gardées. Et alors, quand je suis à Lyon, évidemment, je trouve un malin plaisir à leur dire Lyon est un patelin où il est normal et inéluctable qu'on devienne enragé. On a décidé de nous affubler de culottes courtes, c'est l'esprit boy scout qui remplace l'esprit militaire, et de nous faire beaucoup de sport, même chose. Bon, voilà. Alors, ceci étant, vous avez juste après cette lettre du 18 janvier qui correspond à d'autres notes que j'ai aussi, où on voit qu'il aurait bien pu devenir français libre, finalement. Donc, dans cette maison, je suis très heureux, n'est-ce pas? Bon, voilà. Toute la boîte est en effervescence et échafaude sans cesse des projets de grands voyages. Alors, il faut savoir comprendre ce que ça veut dire. Hein, ça veut dire Londres. Bon. Pour ma part, je commence à considérer cela sérieusement. Et si les autres chez qui j'ai passé les grandes vacances, donc ce sont les Allemands, viennent me voir à Lyon, je souhaite qu'on vienne avoir mis de l'eau, donc là, Londres est bien clair, entre eux et moi. Et puis, on continue. Même s'ils renoncent à venir me voir, je pense partir quand j'aurai mon diplôme dans 6 mois. Alors, c'est intéressant parce que on peut se demander, au vu de la suite, s'il n'était pas de temps en temps un peu foufou, quoi. Et là, il réfléchit. La France libre, c'est une chose, Londres, c'est une chose, mais c'est mieux que je finisse mes études et que j'arrive là-bas avec un diplôme et pas avec quelque chose qui est interrompu, en quelque sorte. Alors que, il y en a d'autres, notamment, c'est extraordinaire, je m'intéresse pas mal, même beaucoup au parcours des polytechniciens résistants, et il y en a qui étaient admissibles en 1940 et qui sont partis en Angleterre sans aller à l'oral. Donc ils ont renoncé à leur chance d'être admis au motif qu'il fallait aller se battre. Et puis heureusement pour eux,
mais ils ne le savaient pas en 1940. Ils ont été admis à l'école en 1945 avec un oral un peu de circonstance, quoi, si j'ose dire. Alors, vous avez une preuve de cet état d'esprit qui est dans cette dissertation, dont j'ai le texte complet ici. Éventuellement, si on a du temps, je vous le lirai après. Mais c'est le rendez compte à votre chef de corps de votre campagne de mai-juin 40. Alors, le premier chef de corps s'éclipsa le 15 mai, et le second disparut. Pourquoi? Parce qu'il était tombé de bicyclette et s'était cassé la clavicule. Donc il en a profité pour s'en aller. Hein. Et donc, c'est le chef de bataillon qui est devenu commandant du régiment, mais c'était pas grave parce que de toute façon, le régiment, il était parti dans tous les sens. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, le 10 juin, il a été pris à l'état-major de la division comme officier de liaison. Mais il garde une dent énorme, à la fois contre la hiérarchie militaire, pour la façon dont ça s'est passé. Ce qui fait que son camarade Jean-Guy Bernard n'a pas eu beaucoup de mal à deviner, entre guillemets, que André Bollier était bon pour la résistance. Alors, il faut savoir que Jean-Guy Bernard, qui mourra, même pas en déportation, il mourra dans le train, le pauvre, tellement il avait amoché, était le fils du colonel Bernard. Et le colonel Bernard était l'un des premiers sponsors, comme on dit aujourd'hui, du mouvement combat. C'est-à-dire qu'il a donné à la création de combat, donc au printemps 41, 50 000 francs, c'est-à-dire à peu près 2 ans de salaire d'un jeune ingénieur d'aujourd'hui. Je le sais parce que mon père a été embauché à 2300 francs. Donc, hein. Et surtout, il lui a donné son fils Jean-Guy, camarade de mon monsieur de mon père, et sa fille Jacqueline Bernard, qui a été déportée et qui est revenue. Et donc Jean-Guy était l'un des tout premiers fondateurs de combat, aux côtés évidemment de Berthier Albrecht, dont je pense que vous connaissez tous, au moins de nom, et qui avait été, alors il faut savoir qu'elle avait, au début des années 30, quand Henri Frenay était en garnison dans le Midi, Berthier Albrecht y était aussi en rupture de ménage, mais ça faisait un moment, parce qu'elle avait un mari banquier à Londres et elle était d'extrême gauche en France. Alors évidemment, il y a un moment où ils se sont un peu séparés. Et du coup, elle a passé 2 ou 3 ans assez, on dirait, torrides, je dirais, avec le capitaine Frenay, mais elle lui a donné des idées sociales. Et quand ils se sont retrouvés à Lyon, alors leur liaison était finie, hein, mais par contre, la proximité intellectuelle et la dimension sociale de combat doit beaucoup à Berthier Albrecht. Et mon père, on le verra tout à l'heure, mon père admirait beaucoup Berthier Albrecht déjà à l'époque. Donc il commence à utiliser ce qu'on a la machine de l'époque qui était la Ronéo. Donc Frenay avait un ami dont le frère travaillait dans une entreprise qui avait une Ronéo, donc on utilisait la Ronéo la nuit. Bon. Et c'était quand même très artisanal, hein, une feuille de ce format-là, recto verso, écrite petit, et peut-être 1000 ou 2000 exemplaires, mais sur une Ronéo, ça ne va pas très vite. Hein. Bon. Donc ça c'est le début. Et les choses continuent. En mai 1941, mon père écrit à ma mère: l'organisation de l'école a perdu pendant Pâques le peu de dignité et de fermeté qui lui restait. Donc c'est quelque chose qui le presse. Et en même temps, alors c'est probablement lié à sa blessure. C'est-à-dire que vous allez voir, à partir de là, il veut aller très vite dans la vie. Et donc, au printemps 41, il vient d'avoir 21 ans, il est majeur depuis 3 jours. Donc il n'a plus besoin de l'accord de ses parents pour se marier. Et il demande ma mère en mariage. Elle avait 18 mois de plus. Elle était évidemment très amoureuse, mais elle était aussi un peu raisonnable quand même. Donc elle lui dit, oui d'accord, mais enfin c'est un peu tôt tout ça. Bon.
Là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Henri Frenay le convoque avec Jean-Guy Bernard, et Frenay a créé... il mettait en place l'organisation alors qu'il n'y avait pas grand-chose. Et donc, après, on écrira que mon père avait été bombardé, responsable national de la propagande de combat en juin 1941. Oui, mais combat à l'époque, c'était tout petit. Bon, le titre était magnifique et les choses ont grandi pendant les 3 années suivantes. Mais en tout cas, allez, bon. Le résultat, évidemment, c'est que, alors, pour aller de Lyon à Hyères, il faut 7 heures de train, quand ça marche, parfois plus. Donc mon père refait 14 heures de train dans une journée, 7 heures dans un sens, quelques heures sur place, 7 heures dans l'autre. Et il dit à ma mère, écoutez, ma chère, qu'est-ce qu'on fait? J'entre dans la résistance, ou bien je vais travailler en Suisse avec vous, et puis on oublie la résistance parce que la résistance, ça ne vous plaît pas, ou parce que c'est trop dangereux. Et ma mère, elle s'en souvenait encore 50 ans après, par la force des choses, elle lui a dit, mais non, je ne peux pas vous empêcher d'être résistant. Donc il est revenu, et il a donné son accord à Frenay, et il a travaillé un peu pour les examens. Alors ça, c'est un peu décourageant, si vous voulez, parce que moi j'ai ses compositions, hein, j'ai tout, j'ai ses carnets scolaires. Bon, quand je vois ce que j'ai ramé pour faire la même chose que lui, mais alors dans les fonds du classement, et lui il était là en tête, il avait 2 ans de moins, ça lui passait. Voilà, bon, en tout cas il sort 4e. J'ose pas vous le dire, mais il calcule ces trucs et il dit il faut que j'ai 20 en chimie pour garder ma place. Alors il écrit à ma mère, j'ai eu 19, je perds 2 places. Voilà, enfin bref, c'est décourageant. Alors, ceci étant, il est astucieux aussi, il ne veut pas être fonctionnaire, ça c'est très clair, donc aller dans les mines, les ponts, le génie maritime, tout ça, ça s'appelait plus génie maritime, mais ça existait encore. Il ne veut pas, mais il trouve une astuce qui est de demander une bourse pour préparer le Conseil d'État. Il n'y avait pas l'ENA à l'époque, et le Conseil d'État et l'inspection des finances, si on était polytechnicien, on avait le droit de se présenter au concours. Et on avait le droit d'avoir une bourse pendant 2 ans, qui était payée la même chose que si vous étiez ingénieur des ponts ou ingénieur de l'armement. Bon. Donc comme ça, il a un salaire à condition d'aller à la fac de droit. Bon. On verra ce qu'il en fait. Qu'est-ce qu'il en fait? Il est bien content et il entre au câble de Lyon comme ingénieur. Il se trouve que les câbles avaient besoin de réorganiser leur service parce qu'un des cadres supérieurs était décédé prématurément. Et donc il devient responsable du bureau d'études. Je pense que les câbles étaient contents d'avoir quelqu'un de sorti 4e pour... bon, et ça se passe très bien. Le directeur auquel il est rattaché, c'est M. Domnac, dont le nom vous dit quelque chose, c'est le père de Jean-Marie Domnac de Témoignages chrétiens. Il avait 7 enfants, ce M. Domnac, et mon père allait souvent déjeuner chez eux, et la plus jeune des filles, Denise Laluc Domnac, est venue tous les ans pendant des années et des années à la cérémonie pour mon père à Lyon, et elle devait avoir 85 ou 90 ans quand elle me dit « mais c'est dommage quand même que votre père ait été marié. Hein. » Donc, voilà. Et donc, alors voilà les noms de papier. Vélin, c'est le dernier. Il y a eu papier, carton et alpha avant. Et il fait tout de suite une vie double. Hein. Monsieur Domnac était complètement résistant dans le cœur. Professionnellement, il était obligé de faire attention, mais voilà. Et donc, mon père a 2 bureaux. Le bureau à l'usine des câbles et un bureau rue du Tonquin, qui est un quartier à l'époque pas très bien famé. Et c'est un bureau qui ne va pas durer très longtemps parce que les gendarmes vont s'en apercevoir. Alors voilà, combat numéro 1. Alors ce combat, pourquoi c'est le numéro 1 en décembre 1941? Parce que c'est la fusion avec Liberté. Donc les 2 mouvements, combat et liberté, ont décidé de prendre le nom de combat. Non, pardon. Le mouvement d'Henri Frenay ne s'appelait pas combat. Il s'appelait Mouvement de Libération Nationale, ce qui était évidemment beaucoup moins, entre guillemets, vendeur que combat.
Et quand il a fusionné avec Liberté, ils ont cherché un nom, comme nous en ce moment, mais eux, ils en ont trouvé un, et ils l'ont appelé Combat. Et donc, ils ont unifié le journal. Donc, le combat numéro 1, c'est décembre 41. Alors, c'est déjà un format un peu plus grand, hein, c'est double feuille. Et c'est déjà un réquisitoire contre Vichy. Voilà. Alors, comment ça se fabrique, ça? Eh bien, en fait, on utilise des imprimeurs professionnels qui travaillent la nuit. Et donc, on y reviendra, mais évidemment, il ne faut pas être pris, quoi, hein, bon. Après, une fois que c'est fabriqué, il faut le distribuer, et on verra aussi, mais ça va assez. Parce que c'est bien tout ça, mais il n'y a pas que ça. Donc voilà, ils se marient enfin le 7 avril 42. Il a un métier, un travail, donc ma mère veut bien. Et pourquoi ça a été retardé? Parce que Lyon était une ville qui avait été d'abord la capitale de la résistance, parce que Paris était occupé, donc c'était mieux de faire ça à Lyon quand même, c'était moins difficile pour le début. Et puis énormément de réfugiés d'Alsace, du nord de la France, des zones interdites qui n'ont pas pu rentrer chez eux. Donc trouver un logement à Lyon, ça a été très compliqué. Et donc ça a un peu retardé les choses. Ils ont eu aussi des soucis d'organisation sur place. Alors pour le repas, eh bien, ma mère avait un vélo, et donc elle a commencé un bon mois avant à faire le tour des fermes pour trouver des poulets, des choses comme ça. Et vous observerez que les 4 demoiselles d'honneur ont le même tissu. Donc ça a été encore une java, puisqu'il a fallu utiliser des bombes textiles, hein, dans une période où tout était comment ça s'appelle? Rationné, merci. Voilà. Et donc on utilise les bons de tissu, puis après on les envoie, etc., en espérant qu'ils ne soient pas volés en route, bien sûr. Bon. Et surtout, il n'y a pas grand monde. Pourquoi? Parce que ceux de zones libres, de zones occupées, n'ont pas pu venir. Donc les seuls qui ont pu venir ailleurs, ce sont ceux qui étaient en zone libre. Bon. Alors celui qui est complètement à gauche, à droite de la photo, c'est Claude Falk, qui était un camarade de taupe de Janson de Sailly, de mon père, puis un camarade de l'école, dans la même salle d'ailleurs, donc assez proche, et qui n'est autre que l'oncle de ma compagne actuelle. Donc le hasard des choses, bien longtemps après, fait qu'il y a ce petit clin d'œil résistant dans ma vie privée. Alors oui, je reviens là sur ce que j'ai dit il y a une minute. Voilà, j'ai combien là? 7 et 5. J'ai 12 étapes dans la vie d'un journal. Alors, recueillir les informations, ça c'est pas mon père, hein, c'est Henri Frenet beaucoup, et puis des liens avec Vichy, des liens avec des gens qui sont en Suisse, par exemple, qui ramènent des journaux de Suisse en douce, etc. Donc il faut avoir des informations non censurées, ce qui n'est pas forcément évident. Bon, donc ça, après, vous avez les informations, vous avez aussi les sujets, on l'a vu tout à l'heure, orienter un peu, trouver un thème et développer le thème pour motiver les gens. Après, il faut écrire les articles, trouver les photos. Alors ça, c'est pas tout de suite, mais enfin, il y en a quand même de temps en temps. Et ça, c'est la partie du comité de rédaction. Donc, mais après, vous arrivez tout de suite à la partie technique, composer les pages. Bon, alors vous avez un problème évident, c'est que à la fin de la réunion de rédaction, il y a toujours plus que ce qui tient dans le papier. Donc mon père avait la tâche très agréable de leur dire, bon, ben, mais écoutez, maintenant, comment on fait pour que ça tienne? Et de temps en temps, il y avait des conflits assez costauds avec Jacqueline Bernard, qui était la secrétaire de rédaction, et qui, parce qu'évidemment, pour que ça tienne, il faut diminuer le titre, mais si diminuer le titre, c'est pas, ça perd en visibilité. Enfin, il y a de quoi discuter bien comme il faut. Trouver un imprimeur, ça on l'a vu. Il y a, dans le livre, je les cite parce qu'il y en a beaucoup malheureusement qui ont qui ont payé de leur vie ou de la déportation leur travail nocturne. Alors le papier, c'est encore une autre histoire. C'était évidemment, c'était pas rationné, là c'était carrément presque interdit, si j'ose dire. Donc mon père avait une solution dans ce cas-là qui consistait à faire un faux dossier. Comme il était très bon calligraphe,
qu'il avait des amis qui lui trouvaient Madame Gros à la mairie du 7e, qui lui trouvaient les imprimés et les tampons, eh bien, il a obtenu 7 tonnes de papier des Allemands. Un wagon entier. Donc alors, le seul problème, c'est que c'était des rouleaux. Donc, il a fallu acheter un massicot pour couper le rouleau en feuilles. Enfin, on ne va pas faire la gueule non plus, si vous voulez, quand on reçoit 7 tonnes de papier de la part des petits camarades d'en face, quoi. C'est toujours plus agréable. Et ça, c'est grâce à son talent pour fabriquer des faux papiers. Alors, travailler la nuit, on en a parlé. Stocker les journaux imprimés, ça, c'est un problème. C'est un problème que l'on résout en les distribuant le plus vite possible. Donc, il faut les stocker le moins longtemps possible et les distribuer le plus longtemps possible. Alors, dans des valises. Alors, il y avait des astuces qui consistaient à enregistrer la valise de façon un peu bidon. Donc en fait, la valise voyageait toute seule ou voyageait avec quelqu'un qui était dans un compartiment à côté. Enfin, bon. Et puis en ville à Lyon même, les boîtes aux lettres. Alors les passants, c'était dangereux parce que ça dépendait sur qui on tombait. Et si vous tombiez sur quelqu'un qui n'était pas du bon bord, ça pouvait vous valoir quelques ennuis. Bon. Et puis donc cette fameuse Madame Gros. Alors plus tard, Freinet a fait une équipe dédiée au fond papier, mais pendant longtemps, c'est mon père qui les faisait, et qui évidemment se faisait les siens. Il n'allait pas confier ça à quelqu'un d'autre. Alors décembre 42, donc toute l'année 42, au fond, est une année de septembre 41, quand il se fiance, à décembre 42, c'est une année de vie double. Et au fond, assez heureuse, ils sont jeunes mariés, voilà, bon. Alors, voilà quelque chose auquel je tiens spécialement ici, n'est-ce pas, c'est le ralliement de la France, la résistance intérieure au général de Gaulle en décembre 42, pour réagir à l'arrivée de Giraud dans les valises des Américains. Donc là, c'est bien clair, et ça ne fera que s'accentuer entre décembre 42 et juillet 43, où il y aura le CNR, et ça aidera puissamment le général de Gaulle à prendre la main, à la fois non seulement militairement, mais politiquement aussi. Alors, je reviens sur Berthier Albrecht, 24 décembre, donc, où elle avait été arrêtée en prison, et comme elle voulait à tout prix trouver le moyen de s'évader, elle a fait ce qu'il fallait pour qu'on la prenne pour folle. Ce qui n'est pas évident quand on ne l'est pas, mais elle y est arrivée, et elle a du coup été hospitalisée à l'hôpital de Bron, il y a un grand mur, mais c'est quand même pas une prison, et donc avec 3 camarades et la fille de Berthier, Mireille, ils ont réussi à la faire évader. Mireille avait le droit de visite, donc elle lui a apporté des vêtements. Des complices leur ont donné toutes les fausses clés qu'il fallait pour entrer dans le bâtiment, mais ils ne sont pas passés par la porte, ils ont escaladé le mur, et heureusement pour tout le monde, Berthier Albrecht était une très bonne alpiniste. Donc elle a pu escalader le mur dans le sens de la sortie. Ce qui est un peu étonnant, si vous voulez, c'est que cet événement-là, au niveau de la mémoire collective, est un de ceux que l'on retient presque plus facilement que la presse clandestine, parce que ma mère était furieuse. Hein. Elle a vu mon père arriver avec Berthier Albrecht le 24 décembre au soir à la maison, après avoir fait l'évasion. Elle n'était pas ravie, parce qu'elle était enceinte, et donc c'était pas exactement ce à quoi elle s'attendait. Mais ça n'était pas fini, puisque quelques jours après, il est arrêté, une première fois. Et qu'est-ce qui se passe? Un camion a un accident, et bêtement, les journaux se répandent dans la rue, et là, il y a une succession d'événements idiots, où le conducteur part à toute allure, il détale pour pas que les gendarmes l'attrapent. Du coup, les gendarmes regardent le camion, et puis, comme c'était un camion des câbles de Lyon, c'était quand même facile, et voilà, et donc ils vont au câble, et mon père n'a pas pu être prévenu à temps, donc il est arrêté. Il s'évade tout de suite, le soir même, à la gendarmerie, grâce aux 2 cafetiers, parce que
il y avait un café à côté de l'entrée de l'usine, ou presque, qui servait de boîte aux lettres. Les deux cafetiers ont été arrêtés aussi, mais ils ont suffisamment distrait les gendarmes pour que mon père puisse s'en aller. Donc il n'avait plus de papier, on lui avait pris son argent aussi, mais il était libre quand même. Bon. Et eux ont eu de la chance, et c'est pas de la chance d'ailleurs, c'est de la bonne éducation. Pendant la nuit, leurs enfants qui avaient 12 et 14 ans ont nettoyé tout ce qui était dangereux dans le café. Et quand les gendarmes sont venus le lendemain matin, il n'y avait rien de dangereux. Donc ils ont été libérés. Mais ils n'ont pas pu rester à Lyon, il a fallu qu'ils partent dans leur village, et puis voilà. Bon. Alors, mon père devient clandestin, ma mère retourne chez sa mère arrière, et en même temps, les Allemands sont en zone libre. Donc la zone n'est plus libre. Et ça cogne davantage. D'une part, parce que la résistance de zone libre était moins cloisonnée que l'autre. Donc, il y a eu au début le temps qu'on apprenne à faire tous les cloisonnements nécessaires. Il y a eu des arrestations un peu trop faciles, parce qu'il n'y avait pas assez de précautions. Et puis aussi parce que, voilà, hein, bon. Du coup, mon père, cette phrase qui me frappe beaucoup, hein, les miracles se multiplient pour me garder la vie sauve. On est en avril 43, ben, les miracles vont durer 14 mois. Voilà. Bon. Enfin, il y a un moment où il ne faut pas trop tirer sur les miracles non plus. Bon. Donc, il recrute Lucienne, on en parlera plus tard, et ma grande sœur naît en février 43. Il y a, je ne sais pas combien de temps j'ai, bon, il y a une anecdote, c'est que mon père est allé à Hyères en mission par Henri Freinet, et puis il a mis la voiture assez loin de chez sa belle-mère, mais quand même. Et donc le lendemain matin à 6 h, les gendarmes sont venus chez ma grand-mère, et ils ont dit à ma mère, en chemise de nuit, « Madame, je sais bien que votre mari n'est pas là, mais si vous pouvez lui dire de partir tout de suite, ce serait quand même beaucoup mieux. Parce qu'on va revenir, mais par la grande porte tout à l'heure. » Donc mon père est parti très vite, ce qui montre d'ailleurs que la gendarmerie savait tout, et que selon sur qui on tombait, ben, on était arrêté ou on était prévenu. C'était un peu au hasard. Alors voilà, ce qui se passe, c'est que les imprimeurs professionnels, mon père était ennuyé quand même de leur demander des choses aussi dangereuses qui leur coûtaient aussi cher, et donc il avait déjà fait une première tentative, dont je ne vous ai pas parlé parce que ça n'a pas duré longtemps, de créer une vraie imprimerie clandestine, complète, qui serait déguisée en autre chose. Donc là encore, on fait un dossier absolument parfait, pour avoir quoi? Pour avoir le téléphone, pour avoir l'électricité, pour avoir un bail auquel la propriétaire va croire, n'est-ce pas? Bon. Et puis on va chercher la machine à Grenoble, on la démonte, on la fait venir par des camions différents, à des jours différents, et on la remonte, et après on insonorise les cloisons, parce qu'évidemment ça fait du bruit, ce machin-là. Donc, juillet 43, Combat dispose d'une imprimerie clandestine, autonome, avec 7 tonnes de papier, avec de l'électricité, du téléphone, et des gens aussi, parce que le journal Le Progrès s'était sabordé en novembre 42, voilà, des gens qui avaient du courage, et un certain nombre d'imprimeurs du Progrès, 2 notamment, Francis Quevaché et Paul Jaillet, sont venus travailler pour Combat, avec un salaire. Hein. Ils étaient tous payés normalement, il fallait bien. Bon. Alors, un peu d'humour quand même. 26 juillet 43, 3 août 43. Alors, page de gauche, condamnation à 5 ans de prison et 24 000 francs d'amende pour mener antinationale, cour spéciale, hein, section spéciale de la Cour d'appel de Lyon. Ce seront peut-être même les mêmes magistrats qui, en 1945, annuleront la condamnation. Hein. Mais bon, ils respectent, ils appliquent la loi. Donc voilà. Et puis, août 43, Général Bridoux, croix de guerre pour la blessure de juin 42. Donc, il reçoit à 1 mois d'intervalle, ou à 1 semaine d'intervalle, deux documents bien différents l'un de l'autre. Je trouve que ça manque pas ça montre à quel point la période était quand même compliquée.
Alors, combat en octobre 1943, où va la résistance? Là, vous avez un changement alors, aujourd'hui, on dit ça un changement de paradigme, ça c'est bien ça. Où on commence à se poser la question de ce qui va se passer après la libération. Où va la résistance? Ça veut dire, qu'est-ce qui deviendra de la résistance après la libération? Et puis, il y a des explications, hein, des hommes nouveaux, hein, vous le voyez peut-être mieux que moi ici, voilà. Ce que nous voulons, des hommes nouveaux. Et puis la presse de trahison ne survivra pas. Donc vous avez déjà des indications sur l'idée qu'il va falloir préparer l'après-libération. Deuxième arrestation, 8 mars 1944. La résistance avait des problèmes de recrutement. Alors, bon, un problème relativement simple, c'est qu'il fallait plutôt des gens discrets que des gens bavards. Et un problème plus difficile, c'était les candidats espions. Donc il fallait, avant de laisser quelqu'un approcher d'autres personnes, qu'on sache de quoi il s'agissait. Et Lucienne, dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle me disait que pendant un mois, elle avait l'impression d'être suivie. Ben, ce n'était pas une impression, elle était suivie parce qu'on voulait savoir si elle était fiable ou pas. Et donc, et ce gars-là, ben oui, il était vantard. Donc il a été identifié, et comme il a été identifié, il a été arrêté, et comme il était trouillard, il a été retourné. Et donc le 7 mars et le 8 mars 1944, il y a eu une quinzaine d'arrestations. Le temps que les systèmes de sécurité se mettent en route et qu'on dise aux gens de ne pas y aller, et ben voilà, il avait... Bon. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Vous êtes interné à Montluc, et puis vous êtes emmené toutes les semaines, pendant 2 ou 3 jours, à l'école de santé, qui est le siège de la Gestapo, avec Barbie. Et il se trouve que mon père parlait forcément très bien l'allemand, et donc il a utilisé ça pour avoir du temps pour répondre, parce qu'il répondait en français en faisant semblant de ne pas avoir compris, mais donc, on lui posait la question en allemand, on lui traduisait, mais lui il avait compris la question allemande. Bon. Enfin bref, toujours est-il que Barbie lui annonce le 1er mai que ça suffit et qu'il sera exécuté le lendemain. Donc il n'avait plus beaucoup de temps pour s'évader, donc il s'est évadé là de lui-même. Les interrogatoires étaient au sous-sol, et donc pour aller du sous-sol au rez-de-chaussée, l'escalier avait un palier au milieu et un vasistas. Alors on les voit au radio-trottoir, hein, c'est des trucs de 50 cm, dont le nom remonte à 1815 avec les Allemands. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, et il était entrouvert, on était au mois de juin, il faisait chaud, le truc était entrouvert. Lui, il était mince, hein, forcément. Donc, il a réussi à se glisser, il a calmé la sentinelle, traversé la rue, réfugié dans un magasin, appelé quelqu'un, et il est allé se reposer chez son frère aîné. Bon. Alors, le hasard fait que ma mère était en Touraine. Ben, le lendemain de l'arrestation, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Elle avait un bébé qui avait 1 mois, un an, et bon, elle était à Lyon, parce qu'il ne fallait quand même pas laisser son mari trop loin, trop longtemps, et alors elle va chez sa sœur aînée avec sa fille, et puis elle attend des nouvelles. Alors, elle a des nouvelles, elle sait qu'il est vivant, enfin c'est tout, hein, c'est pas grand-chose. Bon. Et qu'il est à Montluc, qu'il n'est pas parti pour l'Allemagne. Bon. Et donc, au bout de 7 semaines, elle en a assez, elle laisse sa fille, elle revient. Et elle revient le jour même de l'évasion. C'est une coïncidence sympathique. Alors là, vous avez un événement qui nous frappe beaucoup, et qui est qu'il recommence. Quand vous lisez un certain nombre de gens qui ont eu la chance de pouvoir écrire leur mémoire, eh bien, c'est que quand ça chauffait trop, ils allaient à une centaine de kilomètres à la campagne, ils se mettaient au vert chez des amis ou chez des cousins, etc. Et ils attendaient que ça se calme. Eh bien, mon père, non. Il retrouve l'imprimerie, il y met un peu d'ordre, parce que, en son absence, ça avait un peu... Et puis, quand même, il va à Paris et il leur dit, bon, c'est fini tout ça, il faut faire autrement pour les journaux, on ferme. Et on lui dit non. On lui dit non, tu continues.
Et donc, il va vouloir faire un dernier journal. Et pourquoi c'était trop dangereux? Parce que Eugène Pons, qui était l'un des derniers, et qui était justement l'imprimeur de témoignages chrétiens, a été arrêté. Donc, mon père a vidé son imprimerie, ce qui fait que quand les gendarmes sont revenus, ils n'ont rien trouvé. Mais Pons a été extraordinaire, en ce sens qu'il avait un ouvrier alsacien qui n'était pas en règle. Et quand on lui a dit qu'on embarquait son ouvrier, il a dit « mais embarquez-moi avec ». Et il a été embarqué aussi. Donc c'est triste, mais c'est comme ça. Alors, le 17 juin, premièrement, c'est un samedi. Quand vous ne voulez pas être remarqué, vous ne travaillez pas le samedi, en tout cas pas le samedi après-midi. Mais comme c'est le dernier journal que vous faites avant de fermer la boutique, vous venez quand même un samedi après-midi. Donc, voilà, première coïncidence. Et bon, après le déjeuner, ah ben oui, on va y aller pour voir, pour être sûr, etc. Il avait demandé une voiture. Alors pourquoi demander? Parce qu'il fallait changer les plaques avant de... C'était... Donc, on ne prenait pas une voiture comme on voulait. Hein, il y avait un garage ami qui lui arrangeait, qui mettait... Tantôt il mettait une égratignure là où il n'y en avait pas, tantôt il l'enlevait là où il y en avait, et puis il changeait les plaques, et tout ça avec de l'essence qu'on lui donnait parce qu'on en avait au noir, etc. Bon. Donc il avait dit à ma mère que il voulait reprendre l'uniforme et se battre donc en Normandie. Et pour ça, la Touraine, ben, c'est bien, c'est sur le chemin. Hein, bon. Et comment est-ce que la milice a été envoyée là, ce jour-là? Évidemment, un samedi après-midi, on peut se demander s'ils n'espéraient pas que ce soit désert, puisque c'était désert tous les autres samedis. Bon, en tout cas, ça ne l'était pas, donc ils ont eu un blessé grave. Et par contre, Vacher est mort sur place tout de suite. Par un coup de revolver. Bon. Et là, vous avez un moment, il faut voir ce que c'est quand même. Hein. Et donc, ils discutent entre eux. Et Jaillet choisit de se cacher. Il sera trouvé, il sera torturé et il sera abattu. Et Vélin et Lucienne, donc, eux, trouvent le moyen de partir par la terrasse. Il y avait une issue de secours. Bon, il fallait être jeune et costaud, mais ça allait. Bon. Et donc, de jardin en jardin, c'était à l'époque un quartier de villa. De jardin en jardin, il trouve le moyen d'aller jusqu'au cours qui est plus loin, le grand boulevard. Et là, malheureusement, comme il y avait eu une période d'attente entre le premier assaut et puis leur fuite, les Allemands avaient eu le temps de venir, il y avait une mitrailleuse qui était postée en enfilade. Et donc, mon père a été très gravement touché, et Lucienne beaucoup moins, heureusement, uniquement aux jambes. Bon. Donc mon père s'est donné le coup de grâce, il avait prévenu tout le monde, il avait prévenu ma mère, il avait prévenu Lucienne et ses camarades que s'il était repris ou s'il était en danger d'être repris, ce qui était le cas, ils ne voulaient pas retomber dans leurs mains, parce qu'ils auraient été capables de le soigner pour le torturer après. Donc il a voulu éviter ça, et il s'est donné le coup de grâce. Lucienne, on saura après pourquoi, mais sur le moment, pendant longtemps, on ne l'a pas su. Elle a fait pareil, elle a pris le revolver de mon père, elle a essayé de mourir, et puis elle n'y est pas arrivée. Bon, heureusement pour elle, et pour nous. Et il y avait une maison, il se dirigeait vers une maison qu'il connaissait, la personne de cette maison, qui était suisse, le hasard fait bien les choses, a résisté aux soldats allemands, et Lucienne a été envoyée à l'hôpital par une ambulance, de façon presque normale, entre guillemets, mais quand même, sa chambre. Alors, le chirurgien qui l'a opéré, donc il y avait 2 balles aux jambes et 1 balle au poumon, il a compris, donc au bout de 2 jours, il lui a donné une chambre au rez-de-chaussée. L'avantage du rez-de-chaussée, c'est que les toilettes sont au rez-de-chaussée aussi, et donc la sentinelle, au bout d'une demi-heure, a quand même trouvé que Lucienne était très longtemps dans les toilettes. Mais évidemment, elle était partie par la petite fenêtre. Bon, voilà. Donc elle a été évadée comme ça, et on l'a, moi je l'ai connue jusqu'à une très vieille dame, quoi. Bon. Alors ma mère était en Touraine, hein, et elle était repartie
parce que c'était trop dangereux début juin. Et donc, elle a été prévenue de façon progressive. On ne sait pas ce qui lui est arrivé, on a peur que ce soit grave, etc. Bref, toujours est-il qu'elle n'a vraiment accepté et compris que fin août, c'est-à-dire 2 mois après, elle est passée par Paris pour voir Henri Freinet, qui était à Paris, qui était arrivé à Paris aussi, et elle redescend à Lyon après la libération de Lyon, donc mi-septembre, et le bébé qu'elle a dedans, c'est celui qui vous parle maintenant. Hein. Alors, donc, vous avez le travail de mémoire qui commence assez vite. À Saint-Maur, une association des anciens élèves a fait une collecte très généreuse. Le bâtiment qui est dans la cour, dans l'escalier du proviseur, fait partie des fruits de la collecte. Ma mère a eu une partie de la collecte, et ma sœur et moi aussi. Sauf que, entre 1946 et 1964, l'inflation a fait son travail beaucoup mieux que le taux d'intérêt de la Caisse des dépôts. Donc c'est un peu dommage pour les gens qui ont fait des gestes généreux en 1946, parce que quand on nous a envoyé la somme en 65, c'était pas tout à fait la même chose. Mais bon, c'est comme ça. Une cérémonie Ruviana à Lyon jusqu'en 2019. Depuis 2020, les membres de la cérémonie sont disparus petit à petit, forcément. Hein. Donc on est maintenant dans un système collectif de journées départementales. Une rue à Lyon, une rue et un bâtiment du lycée d'Arsonval à Saint-Maur. Tout ça porte son nom. Et puis j'espérais avoir une école à Lyon, mais on m'a dit non, on ne peut pas parce qu'il faut un nom de femme. Donc c'est Denise Domnac qui est maintenant... C'est dommage, c'est l'école qui est juste en face de l'école de santé. Donc ça aurait eu du sens, plus le fait que ma mère habitait à côté pendant longtemps. Mais bon, donc j'ai dit à la mairie de Lyon que comme c'était Denise Domnac, je leur pardonnais. Mais bon. Alors, un procès en 46, août 46, qui n'apporte rien. Pourquoi? Parce que Renaudon, qui était le patron de l'équipe milicienne en question, avait fait beaucoup d'autres choses. Il avait rançonné des juifs, enfin, il avait fait des choses assez épouvantables. Et en plus, à la limite, ils se sont plus intéressés à la mort de Jaillet qu'à la raison pour laquelle l'équipe était venue Ruviana. C'était pas un problème de cour d'assises, ça, c'était un problème, voilà. Donc on l'a pas su. Alors ma mère avait été embauchée, Alban Vissel était le patron de combat dans la région sud-est. Très gentiment, il avait proposé à ma mère de devenir journaliste, donc elle s'occupait des chairs écrasées dans le journal La Marseillaise, mais elle est allée assister au procès à Renaudon. Je pense que ça l'a aidé, comme on dit aujourd'hui, à faire son deuil, en quelque sorte. Bon. Après, elle est devenue secrétaire de direction, mais ce n'était pas son esprit, et vous verrez, elle se remet à ses études. Donc, c'est pas la chance, mais son père était décédé en 1941, donc elle avait un petit bout d'héritage, donc elle a pu avoir quelqu'un qui s'occupait de nous pendant qu'elle faisait ses études. Alors ça, bon, je passe rapidement, mais voilà les décorations. La plus significative au niveau, d'abord en termes de nombre, hein, parce que vous avez 1000 compagnons de la Libération, dont 300 résistants et derrière. Vous avez 6000 médaillés avec Rosette, et vous avez 60 000 médaillés. Donc c'est vrai que être compagnon de la Libération, c'était quand même remarquable. Et surtout, pour ma sœur et moi, jusqu'à... Alors moi encore aujourd'hui, mais c'était vraiment une famille. C'est-à-dire que les compagnons, pendant 20 ou 30 ans, se sont occupés des orphelins, des veuves, etc., de façon extrêmement proche. Moi, je me souviens de journées avec les compagnons lyonnais, c'était quand même sensible. Et j'ai serré la main du général de Gaulle le 18 juin 59, quand même, à l'Élysée, hein, en uniforme du Britannique militaire. Alors voilà, donc ma mère devient professeure d'anglais, elle le sera pendant 30 ans. Elle a été vice-présidente de l'association des veuves de guerre. Elle ne s'est pas du tout intéressée aux médias, à la publicité. Plus on restait entre soi, mieux ça valait. Donc, les politiciens et les résistants lyonnais, ça allait. Hein. Henri Freinet est devenu mon parrain parce que mon père lui avait demandé si ça tournait mal, et comme ça a mal tourné, il est devenu mon parrain. Et la Légion d'honneur, c'est un peu amusant parce que
c'est un ami résistant de haut vol qui s'appelle André Laroche, qui a été président des associations Front National, hein, qui m'a dit, quand j'ai commencé à travailler un peu, il m'a dit, mais je ne savais pas que ta mère avait fait autant. Je lui ai dit, ben oui, mais vous ne croyez pas que ça mériterait la Légion d'honneur? Il m'a dit, si, pourquoi pas. Alors on s'y est mis tous les deux, et en 2006, elle avait la Légion d'honneur. Elle a cru que c'était une blague, mais c'était vrai. Alors voilà quelqu'un qui est mort à 24 ans, qui vous regarde droit dans les yeux. Hein. En fait, celle qui prend la photo, c'est ma mère, donc c'est pour ça qu'il n'a pas l'air malheureux, n'est-ce pas, hein. Et puis, à côté, ben, vous avez ma mère, mes enfants, mes petits-enfants, mes neveux, mes nièces, enfin tout le monde. Voilà. Donc c'est une vie courte, mais qui laisse un témoignage fort. Et je suis très heureux que vous ayez pu m'entendre et commencer à faire en une heure la découverte de quelqu'un qui a une vie, comme le disait Christophe tout à l'heure, brève et brillante. Merci beaucoup. Et en plus, j'ai tenu l'oreille. Bravo. Alors, pour ceux que ça amuse ou que ça intéresse, il y a ici un livre avec davantage de choses à regarder, si vous voulez. Vous avez, par exemple, quand ils se voyaient à Paris en 1939, juin 1939, le rapprochement international des jeunes. Alors, conférence le 20 juin, hein, sommes-nous défendus? Une conférence pour les jeunes le 20 juin 1939. Ça, voilà, un beau pied de nez à l'histoire. Encore un grand merci donc à notre conférencier, donc à Vianney Bollier, pour cette conférence passionnante, évidemment, là, qui était illustrée, richement illustrée. Et puis alors, vous retrouverez dans le livre, évidemment, beaucoup de ces documents. Mais si vous avez des questions à poser, on peut évidemment les recevoir dès maintenant. N'hésitez pas. On n'a pas bien entendu. Il y avait une question. Une question sur le contenu du journal. Alors, j'en ai pas beaucoup parlé parce que c'était pas directement la responsabilité de mon père, si vous voulez. Donc, vous avez par contre il y a un monsieur Bélanger qui a écrit un livre sur l'histoire de la presse clandestine et qui, lui, alors fait une analyse de contenu beaucoup plus, pas simplement de combat, mais globalement. Bon, c'est un sujet qui a donné lieu à diverses controverses. Vous avez les gens, pardonnez-moi, qui ont l'esprit militaire, qui trouvent que les journaux, ça ne sert à rien. Bon. Bourgès-Mondori, qui était un polytechnicien un peu plus âgé que mon père, disait dans mon dos, parce qu'il est compagnon de la Libération, ben oui, alors il était un peu l'extrême droite, lui, alors il trouvait que, évidemment, la résistance était un peu à gauche, il n'aimait pas combat, quoi. Il n'aimait pas ni combat, ni le journal, ni tout ça. Bon. D'un autre côté, Bourdet, qui disait, ben, finalement, quand on était résistant, entre guillemets, ordinaire, le fait de distribuer le journal, c'était quelque chose de réel. Et donc, de ce point de vue-là, la presse donnait du grain à moudre aux résistants de base. Et c'est pour ça que c'était important de distribuer le plus possible de journaux, parce que les gens se les diffusaient, etc. Et ça leur donnait quelque chose à faire. Alors, après, le contenu, vous aviez des nouvelles du front, qui n'étaient pas les mêmes que celles que donnait Vichy, forcément, des nouvelles du rationnement, des prisonniers, des choses comme ça. Et puis après, à partir de, je vous l'ai dit, à partir de l'été 1943, des interrogations par rapport au programme national de la résistance. Alors, dans le livre, il y en a un peu plus, pour une raison très simple, c'est que le premier état du bouquin faisait 120 pages. On m'a dit 120 pages, c'est pas un livre. Donc il a fallu que je fasse 80 pages de plus. Et dans les 80 pages de plus, il y a un certain nombre de pages où je parle davantage du contenu du journal, si vous voulez. Et du contexte historique. Pardon ? Et du contexte historique.
Oui, alors en fait, ce que j'ai rajouté, il y a 3 choses que j'ai rajoutées, mais Stéphane le sait, mon cher éditeur, il le sait mieux que moi, c'est que quand je parle des gens, chaque fois que je peux, je mets une page ou une demi-page pour qu'on comprenne mieux de qui il s'agit, donc ça rend, c'est plus vivant. Et puis le contexte militaire aussi, voilà, donc ça, si vous voulez, le livre n'est pas, il y a 120 pages sur mon père en gros, un peu sur sa famille, parce que là je vous ai parlé de mes grands-parents paternels, mais ma famille maternelle est un peu marrante aussi, parce que ils ont passé 20 ans en Afrique. Alors aujourd'hui on parle de décolonisation, moi j'ai des lettres de 1901 où il est en Afrique. Donc ça, c'est assez vivant aussi, voilà. Donc le livre est beaucoup plus détaillé que ce qu'on peut raconter en 1 heure. Merci. Oui, pardon. Oui. D'abord, excusez-moi d'être arrivé un peu tardivement. J'ai un peu tâtonné entre la rue des Petites Écuries et, voilà. Et la cour. Enfin bref. Hier soir, j'assistais au vernissage de l'exposition qui est dédiée, consacrée à M. Daniel Cordier, oui. Au musée Jean Moulin. Voilà, l'espion amateur d'art. On ne savait pas, quand il est espion, qu'il sera amateur d'art. Et ce qui me frappe, c'est qu'il y a un long film d'ailleurs d'1h50 où il parle de Jean Moulin, sans d'ailleurs jamais savoir qu'il s'appelait Jean Moulin et qu'il était préfet. Pour lui c'était Rex ou Max. Oui, d'accord. Et il insiste toujours sur le fait que lui, il est français libre. Français libre, BCRA, jamais résistant. Et ce qui me frappe, c'est que Henri Frenay, votre papa, d'autres aussi, tout en étant militaire, se moulent dans la résistance. Vous voyez? C'est-à-dire dans cette action de l'armée des ombres, puisque vous avez parlé de l'école de santé, il y a une scène extraordinaire dans l'armée des ombres où on voit le soupirage justement. Oui. La scène est reproduite à l'identique de ce que vous avez vu. Mais si vous... Donc ça me frappe. Par ailleurs, M. Bollier, Henri Amoureux, de sa grande histoire des Français sous l'occupation, en parle. Et ça me frappe aussi. Voilà. Oui, alors si vous voulez, mon père est très connu des gens qui s'intéressent à la résistance. Voilà. Il n'est pas connu du grand public. La différence est là, parce que ma mère n'a jamais voulu, n'a jamais fait ce qu'il fallait pour avoir une émission de télé ou quelque chose, si vous voulez. Bon. Et moi, pour le moment, jusqu'à présent, il n'y a pas eu j'ai écrit à un journaliste, il m'a dit, monsieur, moi je fais des biographies par des auteurs connus sur des gens connus. Alors je ne vais pas prendre votre bouquin, vous n'êtes pas connu, votre père non plus. Bon, voilà. Mais dès qu'on est dans les livres de résistance, effectivement, la plupart d'entre eux, de résistance intérieure, mentionnent quelque part mon père. Oui, c'est vrai. Alors Cordier, si vous voulez, j'ai assisté à une conférence qu'il a faite à l'école polytechnique, où il a tapé sur le caractère amateur des résistants de l'intérieur par rapport aux précautions de sécurité que lui mettait en place avec Moulin. Sauf que lui, il avait bénéficié de 6 mois de formation en Angleterre avec des professionnels. Bon, il y avait de temps en temps des alertes, mais enfin, il était... et que les résistants de l'intérieur, ils ont tout appris sur le tas comme ils ont pu. Bon. Donc, je trouve que Cordier aurait bien fait de rester dans le silence auquel il s'est cantonné pendant 30 ans. Bon, voilà. Je pose juste une question, pas de politique. Non, il a eu raison de parler quand même. S'il a parlé, c'est la faute de Henri Frenay. Absolument. Qui a accusé Jean Moulin alors, vous avez 100 fois raison, et là aussi, mais je pense que ce sont les ravages de l'âge, et j'espère que la Providence m'épargnera, mais je n'ai jamais compris pourquoi Henri Frenay s'est embarqué dans cette histoire, et les gens qui l'aiment bien et qui le connaissent bien, j'en ai parlé personnellement avec Daniel Mitterrand, on ne comprenait pas. Pourquoi est-ce qu'il est allé s'embarquer dans cette histoire? Il n'y a aucune preuve de rien du tout. Et de toute façon, le contexte de l'époque faisait qu'on était obligé de faire une certaine place aux communistes. On ne pouvait pas faire autrement. Bon. Et dans le système historique, d'ailleurs, vous avez quelque chose où on insiste beaucoup sur le fait que De Gaulle n'était pas à Yalta. Et personne ne dit que De Gaulle est allé à Moscou tout seul en novembre pour aller voir Staline.
Et donc, ce qui s'est passé entre le nouveau gouvernement de la France et les communistes, de 1946 à 1948, c'était négocié entre Staline et De Gaulle, par De Gaulle directement, à l'automne 1945, et il s'est vengé de ne pas avoir été à Yalta, il est allé tout seul. Hein. Bon. Donc, quand on dit que les gens faisaient un peu épargner, ben oui, c'était obligatoire. Les communistes avaient une place importante dans la nation à l'époque. Hein. Le Front populaire n'était pas vieux. Mais pour ce qui est de l'inimitié, on va dire, qu'il y avait entre Freinet et Moulin, elle était connue, elle était ancienne, elle a été très violente au moment de la création du CNR. Ça a été Freinet n'acceptait pas la mainmise à laquelle Moulin cherchait à faire sur l'ensemble du mouvement de l'adultance. Freinet voulait être le patron de l'armée. Freinet voulait être le patron de l'armée secrète. Il ne l'a pas été, puisque ça a été le général de l'Estrin. Et Freinet surestimait son sens politique. Donc, De Gaulle, intelligemment, l'a appelé à Londres, lui a donné un boulot insupportable, qui était celui des prisonniers et des rapatriés, et comme ça, il l'a écarté politiquement. Et après la libération, celui qui a tiré les fruits de ce travail épouvantable de rapatriement des prisonniers, des déportés, c'est plus de Mitterrand. C'est François Mitterrand qui était secrétaire général du ministère, et tout ce qui était bien c'était le secrétaire général, et tout ce qui n'était pas bien c'était le ministre. Alors ça c'était facile. Bon. Et il a bâti sa base politique. Il n'y a pas plus frappant que de voir comment ce ministère a enterré politiquement Henri Freinet et a servi de tremplin à François Mitterrand. Ça, c'est extraordinaire. Alors, effectivement, vous savez, culturellement parlant, Freinet et Moulin étaient aux antipodes. Tout à fait. Hein? L'un était préfet, pardonnez-moi, l'autre était capitaine d'infanterie, hein? Et politiquement, ils n'avaient pas tout à fait les mêmes idées. Ah non. Et puis surtout, Freinet voulait être le patron de la résistance unifiée. Parce que son mouvement était le plus grand. Moi, j'ai des lettres en disant mais Freinet me casse les pieds, enfin, Freinet nous casse les pieds avec son organigramme, ses salariés, etc. Sa prétention n'était pas idiote, parce qu'après tout, il a commencé à rester dès le départ, alors que Moulin a passé quand même un certain temps monsieur, à faire. Moulin a été le premier résistant. Moulin a été le premier résistant en juin 40. C'est pas vrai. Si, en juin 40, écoutez, pardonnez-moi. Qu'est-ce que c'est que Mais Moulin, en juin 40, il a refusé. En tant que préfet de Chartres, d'accord. Mais quand même. Il a été révoqué. Après, c'était encore la guerre. Après, il a fait un travail extraordinaire pardonnez-moi, mais il a fait un travail extraordinaire d'inventaire de la résistance, et il a envoyé un rapport à Londres, et à la réception de ce rapport à Londres, le général de Gaulle lui a donné les responsabilités qu'il lui a données. Justement, mais ce rapport, il l'a fait sur les indications, enfin avec les renseignements qu'il avait pris auprès de Freinet, effectivement. Et des autres, et de tous les autres. Essentiellement Freinet, quoi. Non, pas essentiellement Freinet. Lévy aussi. Tous les autres, oui, mais tous les autres. Non, tous les autres. Oui. Non. Mais, si vous voulez, on ne peut pas lui... D'abord, je trouve, enfin, moi, je connais bien, j'aime bien Freinet, parce que je dis, c'était mon parrain. Je l'ai pratiqué jusqu'à son décès. Bon. Et il cite mon père dans deux de ses livres, ou dans ses deux livres, comme on voudra. Bon. Non, c'était pas un politique. D'ailleurs, après, quand on voit la façon dont il s'est embarqué dans l'Europe après la libération, il est rapidement devenu tout seul. Hein. Oui, je crois qu'il faut rappeler que le 17 juin 1940, qui est un lundi, la veille de l'appel du 18 juin, qui est mardi, monsieur Jean Moulin, préfet de Chartres, préfet de Réloir, en poste à Chartres dans sa préfecture, chef-lieu du département, attend
plus que il accueille, il attend l'arrivée de l'armée allemande, il est dans son uniforme de préfet. Tout à fait. Et ses premiers combats, c'est Jean Moulin qui l'a raconté lui-même. Et à quelques kilomètres de là, il a été découvert des civils, notamment le corps d'une femme mutilée. Tout à fait. Et les... Oui, on connaît l'histoire. Les Allemands ont voulu faire remplacer ça aux armes coloniales. Ce ne sont pas des SS, contrairement à ce qu'on a cru. Non, bien sûr. Ce sont des officiers de la 8e division d'infanterie de la Wehrmacht, autrement dit de l'armée régulière. Bah, à l'époque, oui. De l'armée régulière. Les SS n'étaient pas là encore. Et donc, comme SS, ce serait une infamie pour lui de ce protocole, et pour justement, finalement, et beaucoup de résistants ont fait ça, Brossolette et d'autres, il se tranche la gorge, pensant qu'il va mourir. Il est sauvé in extremis, et ensuite il va être le prestigieux chef de la résistance. Il ne faut jamais oublier ça, le 17 juin 1940, premier combat. Et le 17 juin 1940, moi on ne peut pas vraiment parler de résistance, il est encore préfet, effectivement. Et après, il est d'ailleurs démis par Vichy, et il disparaît de la circulation pendant, je ne sais pas, mais enfin une bonne année. Hein. Et ce n'est qu'effectivement, lorsqu'il va retrouver Freinet, et que Freinet va le mettre au courant, et qu'il va pouvoir faire ce tableau de la résistance à De Gaulle, que ça va le mettre en scène. Il faut le relire, la République bon, voilà, je pense qu'on va, on va pas aboutir à quelque chose de construit. Alors, on a changé de sujet. Merci. Moi, attendez, j'ai une dernière question pour notre invité, notre conférencier. Merci pour ces échanges, bien sûr. Peut-être en guise de conclusion, ce livre, Vianney Bollier, vous a permis de connaître finalement qui était votre papa, et puis peut-être aussi, est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir ce qu'il aurait fait s'il avait survécu, s'il avait vécu, qu'aurait-il fait de sa vie? Est-ce que c'est une question que vous êtes posée également, celle-ci? Alors, qu'aurait-il fait de sa vie? Ça, c'est impossible à savoir. Vous avez... bon, il était suffisamment brillant pour qu'on puisse imaginer des choses brillantes aussi. Mais est-ce qu'il aurait fait comme Louis Armand une carrière industrielle dans une grande entreprise? Est-ce qu'il aurait fait comme Chaban-Delmas une carrière politique? Bon, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il n'était pas spécialement intéressé par le pouvoir. C'est-à-dire que quand vous lisez les mémoires de certains, ils vont de réunion en réunion, ils bougent les gens, et ceci. Bon, ils s'intéressent à l'organigramme et au pouvoir. Mon père, lui, il faisait un boulot. Il faisait un travail. Et donc, il ne cherchait pas à monter dans l'organigramme. Alors, qu'est-ce que ça aurait donné dans la vie future? J'en sais rien. Bon. Moi, je vous ai dit, au départ, en fait, il a l'âge de mes petits-enfants, quoi. Bon. Donc, j'ai découvert un jeune homme. Il se trouve que c'est mon père, mais c'est surtout devenu un ami. Parce que je relis les lettres qu'il écrit à ma mère, et moi, j'ai gardé certaines des lettres que j'ai écrites à des petites amies. Voilà. Donc, il y a une sorte de proximité. C'est plus du tout le héros lointain que je voyais quand j'étais enfant, parce qu'il fallait que je fasse Polytechnique comme lui. Alors, oui, d'accord. Bon. Mais là, maintenant, c'est devenu beaucoup plus cool, quoi. Bien, eh bien, merci beaucoup. En tout cas, on va encore applaudir Vianney Bollier pour cette excellente conférence qui va donner aujourd'hui à la Fondation La Fontaine. Le livre est disponible, évidemment, à la dédicace, si vous voulez, à la signature, si vous le souhaitez, dès maintenant. Merci. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blesse mon cœur d'une langueur monotone.